Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'élaboration d'une stratégie immobilière. Donc, il sera animé par l'équipe de Dixit.net, par Bernard Prudhomme-Lacroix de la mission investissement à l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et par moi-même à la MAPES. Juste pour vous prévenir à nouveau que ce webinaire est enregistré et sera disponible notamment sur la chaîne YouTube de la MAP. N'hésitez pas à couper votre caméra si vous ne souhaitez pas y apparaître. Et par ailleurs, je vous invite au fil de l'eau à poser vos questions dans le chat et nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure ou à défaut à la fin sur le temps d'échange prévu. Juste vous rappeler ce qu'est la MAP. Donc, la MAP, c'est la mission d'appui à la performance et des établissements de santé. Nous sommes une structure à l'échelle régionale pour l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. La MAPES est pilotée par les fédérations qui remontent les besoins du terrain des établissements de santé. Nous sommes portés juridiquement par le Centre hospitalier universitaire de Nantes et financés par l'ARS Pays de la Loire. Nous intervenons dans plusieurs domaines de santé, fonction justement de ce que je vous disais juste avant des remontées du terrain. Donc actuellement, nos domaines d'intervention sont finances et budget, pilotage et indicateurs, investissement, dans lequel on retrouve justement l'élaboration des stratégies immobilières du handicap, activités médicales, soins et fonctions support et développement durable. Monsieur Prudhomme-Lacroix, je vous laisse la main pour la première partie introduction de l'ARS, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Bernard Prudhomme, je coordonne la mission investissement de l'agence, tout secteur confondu, sanitaire, médico-social. J'en profite pour dire donc la MAP, on l'appelle aussi MAPES avec un S qui ne veut pas dire forcément que santé, mais qui veut dire aussi service. Donc la MAPES s'adresse à l'ensemble des établissements et bien sûr les établissements médico-sociaux qui représentent une grande partie de son activité. Sur l'objectif de ce webinaire et sur lequel on va vous parler d'élaboration d'une stratégie immobilière pour les organismes gestionnaires du handicap. Voilà, le titre apparaît très clairement. Je vais peut-être juste recontextualiser un petit peu le pourquoi. Pourquoi on parle de stratégie immobilière, pourquoi aujourd'hui on fait un webinaire sur ce sujet, quelle démarche on met en place à ce sujet. Tout simplement pour introduire les propos qui vont suivre. Vous êtes organisme gestionnaire, vous avez un patrimoine à gérer, un patrimoine immobilier, souvent qui ne se réduit pas à un seul établissement, mais la plupart des organismes gestionnaires ont sur leur territoire d'intervention de multiples établissements, de multiples locaux. J'aurais comme ça en première approche tendance à dire dès lors qu'on gère du patrimoine et qu'on gère du patrimoine sur le territoire éclaté, l'enjeu de disposer d'une stratégie immobilière pour prévenir, pour anticiper est une règle de bonne gestion à la base, mais c'est vrai pour toute institution qui gère un patrimoine. Mais dans le cas du champ du handicap, on est en plus dans une période où les temps changent, tout simplement, où la question de l'inclusion est devenue prégnante dans toutes les réflexions que vous conduisez. Et ces enjeux d'inclusion, ces enjeux de replacer l'usager aussi au centre des dispositifs, vient aussi réinterroger votre patrimoine de façon assez importante, tout simplement parce c'est un on très collectif, hérite d'un patrimoine qui s'est structuré, consolidé au fil du temps, dans des périodes où l'accompagnement était plus institutionnalisé, et qu'aujourd'hui, l'inclusion interroge des localisations, interroge des dispositifs et interroge donc forcément l'outil qu'est le patrimoine au service de ces logiques d'accompagnement. Donc, élaborer une stratégie immobilière dans ce contexte-là prend un sens encore plus particulier, et on a pleinement conscience que on n'a pas forcément d'outils sur l'établi pour aborder ces questions-là, surtout dans un secteur comme le secteur du handicap où les dispositifs évoluent. Donc, d'où l'idée de travailler sur c'est quoi une stratégie immobilière dans le contexte du handicap, comment l'élaborer, comment l'engager.
L'idée d'une stratégie, c'est d'être au service des logiques de transformation qui sont à l'œuvre. C'est aussi, pour nous, agence, hein, un outil de dialogue. Un dialogue avec les organismes gestionnaires. Travailler une stratégie, ça veut dire derrière, en sous-plan, bien sûr, travailler sur la question de l'offre, et ça, c'est un sujet de dialogue avec l'agence. C'est aussi anticiper les évolutions du patrimoine, construire des projections, y compris financières, prioriser les actions. Et là aussi, c'est un dialogue avec l'agence qui est amené à accompagner financièrement les organismes gestionnaires dans leur démarche d'investissement, d'où l'importance de ces démarches. J'en dirai pas plus, si ce n'est que pour engager cette réflexion sur la stratégie immobilière, encore une fois, on n'avait pas forcément d'outils préexistants pour conduire ou de méthodologies déjà préécrites. On a travaillé avec un groupe de travail assez important. On avait une trentaine d'organismes gestionnaires dans ce groupe de travail sur une séquence 2019, début 2020. C'est vrai qu'on a presque une année qui nous a, un peu complexe qui s'est déroulée depuis, et on se perd dans les dates. On a eu cette séquence de travail, on est quasiment parti d'une feuille blanche avec l'appui de la société Dixit, hein, qui a animé ces groupes de travail, 4 séances de groupes de travail qui ont permis d'élaborer un schéma, un canevas de méthode qui nous a semblé pertinent, sur lequel on a eu une forte adhésion des participants. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous restituer ce canevas, mais aussi de vous expliquer que on passe dans une étape de mise en œuvre et on met en place des dispositifs d'accompagnement avec la MAPES, qui est dans son cœur de métier pour le coup, et pour vous aider à enclencher ces démarches-là. Donc, je pense que là, Marlène Dubois et Sylvain Grisot vont vous détailler ça. On sera présent, nous, dans ces dispositifs. On l'est déjà en demandant à la MAPES de construire ces logiques d'accompagnement, mais y compris en finançant vos démarches d'études, parce que ça élaborer une stratégie immobilière, c'est un passé d'ingénierie, il est préférable de se faire accompagner pour cela en fonction des compétences qui sont présentes en interne dans vos structures. Et l'agence est prête à financer ces volets d'études. Alors, pas forcément dans l'intégralité, mais dans une logique de financement qui peut aller jusqu'à 50% des études, avec quand même un plafonnement à peu près à 50 kg d'euros pour vous donner les ordres de grandeur de nos dispositifs. Voilà, j'ai passé mes principaux messages, mais je n'hésiterai pas à réagir si il y a des questions au fil de la présentation. Merci beaucoup Bernard. Je vais prendre le relais pour expliquer. Alors non pas pour énoncer de façon dirigiste les règles, mais plutôt pour partager le résultat d'un travail, vous l'avez dit, qui est un travail collectif, puisque nous on est arrivé avec des savoir-faire sur la question des stratégies immobilières, mais pas de connaissances des spécificités du monde du handicap et des enjeux spécifiques pour les organismes gestionnaires. Donc, c'est un travail collectif qui a été réalisé pour ça, un travail déjà pour comprendre ce qu'étaient les enjeux spécifiques du domaine, mais aussi pour avoir des propositions les plus opérationnelles possibles qui permettent chacun à son niveau, avec ses spécificités, de passer à l'action. Donc, l'idée, le parti pris dès le début, il était double, c'est-à-dire qu'en effet, sur étagère, on n'avait pas de méthodologie toute faite et que celles qui existaient, et il y en a de nombreuses qui existent, y compris dans le domaine de la santé, n'étaient pas en adéquation avec les besoins spécifiques du milieu. Et puis, le deuxième parti pris, c'était de dire que l'immobilier n'est qu'un outil. C'est pas complètement anecdotique. L'idée d'élaborer une stratégie, de placer l'immobilier au cœur, c'est pas pour dire que c'est une fin en soi, c'est un outil des démarches d'accompagnement menées par les organismes gestionnaires. C'est un outil, mais qui est un outil central. Et évidemment, derrière, la capacité à agir, la capacité à accompagner des personnes qui en ont besoin dépend finalement de l'adéquation de cet outil avec le besoin. Alors, pour revenir sur les questions des spécificités, des changements, on est
on est aujourd'hui sur des changements qui touchent sur beaucoup d'aspects dans le monde du handicap. Évidemment, un changement sociétal que vous connaissez bien, c'est un changement de regard sur le handicap aujourd'hui, qui structure à la fois le regard des uns et des autres, mais aussi les politiques publiques, qui se traduit notamment par cette idée du virage inclusif. Virage inclusif qui rapproche des villes, qui rapproche des institutions, qui rapproche du milieu ordinaire, comme on dit, mais aussi qui parle moins de place, mais plus d'individus, d'accompagnement sur l'ensemble de la durée de vie. Ça implique des transformations structurelles des organisations sur ce parti pris-là, mais qui n'est pas un parti pris on-off, qui est un parti pris complexe, qu'il faut adapter en continu aux besoins des individus. Et c'est une des grandes difficultés, c'est que le virage inclusif, sa traduction matérielle, sa traduction concrète, notamment dans l'immobilier, n'est pas évidente. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles toutes faites et il y a manifestement des besoins différents, des modes d'application différents en fonction des organismes gestionnaires, mais aussi en fonction des individus. Donc, on n'est pas sur un choix binaire, on est sur finalement un vrai champ du complexe sur lequel il faut arriver à travailler et à transformer quelque part les politiques publiques, les stratégies des organisations, les transformer de façon très concrète sous forme bâtie. Alors, les impacts sur cet immobilier, c'est finalement ces impacts directs du virage inclusif, à la fois dans la forme du bâti, son adéquation avec cette idée de se rapprocher des activités des uns et des autres, mais aussi donc une géographie, finalement un territoire qui souvent a été pensé sur une logique d'institution, avec souvent aussi des logiques d'isolement, qui en tout cas n'étaient pas un problème, mais qu'ils deviennent à partir du moment où on veut être en dialogue avec le milieu ordinaire. Ça pose des questions dans la forme du bâti, sa localisation, mais aussi dans des logiques de partage. Et quelque part, avec pour un certain nombre d'organismes gestionnaires, l'idée d'aller travailler chez les autres. D'avoir une forme de dissolution du patrimoine immobilier, mais par contre une intervention dans le patrimoine d'autres, ou un partage de bâtiments. Il y a derrière énormément de champs du possible qui sont ouverts dans une logique qui est plus globale, qui touche toutes les organisations aujourd'hui, tous les organismes, où on vient repenser la fonction immobilière. D'ailleurs, c'est une fonction, c'est pas l'immobilier comme étant un capital, c'est une fonction, c'est un moyen d'agir qui pose des questions du positionnement et des stratégies, je vais y revenir. La question, c'est comment est-ce qu'on a un immobilier qui est plus adapté aux stratégies du moment, mais aux stratégies de demain. Comment est-ce qu'on a un immobilier qui est modulaire, qui est souple, mobile, qui sait s'adapter aux besoins des autres, aux besoins des uns et des autres. On est sur un croisement entre, d'un côté, évidemment, l'optimisation, les coûts associés à l'immobilier, les investissements, mais l'entretien sont évidemment importants, d'où la nécessité d'optimiser ces coûts associés, mais avec des enjeux d'évolutivité. Comment penser l'optimisation d'aujourd'hui, mais aussi l'optimisation de demain. Peut-être qu'il faut un peu de sous-optimisation de façon à pouvoir demain transformer, changer, partager un bâtiment qu'on construirait aujourd'hui. Parce qu'en effet, cette question de la mutualisation, voire de l'intervention hors des murs, est évidemment une question structurante pour les organisations. Et c'est bien là-dessus où finalement la question immobilière, elle touche à l'organisation, puisqu'on est évidemment au cœur de la structure de coûts, mais aussi au cœur de l'organisation. On a des questions sur la gestion de cette fonction immobilière, mais aussi sur la localisation des structures et donc le positionnement des espaces de travail des salariés. Travailler chez d'autres, c'est un autre mode de relation, d'autres modes de dialogue. On voit bien que là-dessus, on touche l'organisation à un instant T, mais aussi dans le long terme. Et c'est bien là-dessus où le terme est important de stratégie immobilière, l'objet d'un schéma directeur, puisque c'est bien ça dont on parle aujourd'hui, c'est d'élaborer une stratégie. Stratégie, c'est pas la tactique, la stratégie, c'est penser le long terme. C'est fixer un cap et imaginer une trajectoire pour y arriver. C'est pas le changement de la chaudière, c'est être en capacité de changer la chaudière le jour où c'est nécessaire. Et donc de s'organiser, ce qui nécessite aussi une transition des organisations. En fait, l'entrée par l'immobilier, c'est une entrée dans le cœur des organisations. Et c'est aussi un moyen, au travers d'une stratégie immobilière, de penser le fonctionnement de vos organisations.
Alors, pourquoi élaborer cette stratégie immobilière? Ben, comme je le disais, hein, on a besoin d'une vision long terme pour arriver à piloter dans une période sur laquelle cette vision long terme n'est pas fixe, hein, avec l'idée d'avoir une capacité dans le temps long, non pas d'avoir un document fixe qui nous fixe comme un grand plan stratégique à 10 ans l'ensemble des marches qu'il va falloir gravir. Non, c'est se fixer un cap et se donner aussi les moyens d'atteindre ce cap, voire de faire varier ce cap-là. On est bien sur une logique d'aide à la décision. C'est un document qui est créé à un instant T, mais qui surtout a vocation à évoluer. Un schéma directeur, c'est un outil qui doit être si ce n'est mis à jour tous les 5 ans, entretenu, modifié, corrigé, adapté tous les ans en fonction des besoins du moment, en fonction de l'évolution du patrimoine, en fonction de problématiques techniques, etc., etc. On est donc bien sur une vision long terme, mais qui est adaptable. C'est un outil clé hein, qui doit permettre aussi d'avoir des politiques publiques cohérentes au sein de l'organisation, notamment au travers d'un côté la stratégie, hein, les plans qui sont posés, les objectifs que se fixe l'organisme, notamment en termes d'accompagnement hein, des individus, qui permet finalement de trouver dans la fonction immobilière aussi du sens. Ça permet d'être cohérent, mais aussi d'avoir un projet global qui soit pas juste un projet porteur de mots, mais aussi porteur de sens et porteur de concret. C'est finalement la traduction matérielle dans sa forme la plus dure, hein, la plus solide en tout cas, la traduction matérielle des valeurs de l'organisme. Et puis là-dessus, donc ça va nécessiter de trouver la bonne échelle. Hein, à la fois la bonne échelle de projet. Est-ce qu'on doit travailler sur un bâtiment ou est-ce qu'on doit travailler sur un site? Est-ce qu'on doit travailler sur un site ou sur un territoire, sur la localisation? Finalement, dans cette réflexion sur la géographie de l'offre, se pose la question du dialogue avec le territoire et de la compréhension des besoins de ce territoire-là. Et c'est là où on a une ouverture finalement de l'organisme gestionnaire à ses partenaires, comme c'est déjà le cas, hein, ses partenaires stratégiques avec lesquels il travaille déjà, mais aussi ceux avec lesquels demain il pourra travailler. Et l'élaboration d'un schéma directeur, l'élaboration d'une stratégie immobilière, c'est aussi une occasion de dialogue. Ça a été dit par Bernard Prudhomme, une occasion de dialogue avec une des tutelles, hein, qui est l'ARS, mais aussi avec les partenaires, les autres organismes gestionnaires du territoire, avec les collectivités locales ou avec d'autres partenaires qui sont stratégiques pour l'avenir de l'action de l'organisme. Parce que c'est bien ça, hein, au cœur du sujet et au cœur des spécificités finalement du monde du handicap qui nécessite d'avoir un mode d'organisation différent, une méthodologie, si vous voulez, d'élaboration de cette stratégie qui est différente parce qu'il y a une densité partenariale qui est particulièrement importante et qui, en plus, avec le virage inclusif, a vocation à s'intensifier. Il y a évidemment le cœur hein, de vos établissements, de vos organismes, autour du conseil d'administration, des équipes, etc., etc. Il y a ce second cercle sur lequel il y a à la fois des gens avec lesquels vous travaillez déjà, des gens avec lesquels peut-être vous ne travaillez pas encore, mais qui peut être intéressant de mobiliser. Et c'est un des objectifs, hein, de repérer au sein des partenaires extérieurs ceux qui sont essentiels, ce qu'on a appelé les partenaires clés, les partenaires stratégiques. Alors, ils sont essentiels pour agir, mais ils sont aussi essentiels pour élaborer votre stratégie. Ça veut dire qu'on va avoir des tiers extérieurs à votre organisation, des tiers extérieurs aux simples tutelles qui vont participer à l'organisation de votre propre stratégie. Ça nécessite tout ça, une organisation particulière. C'est pas ce qu'on retrouve dans le cadre des stratégies immobilières classiques des organisations. Alors, pour résumer, hein, un schéma directeur, c'est à la fois l'idée de se forger une vision de long terme, mais aussi d'avoir les modes de pilotage. C'est pas juste poser sur le papier une envie, mais c'est se donner les moyens opérationnels de réaliser tout ça. Ça engage en tout cas à la fois un virage organisationnel, mais aussi finalement une réflexion sur l'offre de l'organisme, où l'immobilier n'est qu'un outil, mais est un outil clé. C'est un outil clé pour faire, un outil clé aussi pour changer la culture, transformer finalement l'organisation. Ça nécessite de développer une approche à l'échelle d'un territoire,
Et donc de collaborer sans doute dans certains cas avec plus, ou en tout cas de façon plus explicite avec aujourd'hui vos partenaires stratégiques. On est donc bien sur une logique d'outils de pilotage avec une déclinaison très opérationnelle de priorisation des actions et notamment dans les logiques d'investissement mais aussi de gros entretiens. Donc on doit avoir un document qui fixe un cap mais qui en même temps est un document d'aide à la décision, de pilotage et donc qui doit rester évolutif. C'est pas un cadre clos, et ce qu'on répète très souvent, c'est que là, l'objet, pour la plupart des organismes gestionnaires qu'on peut fréquenter, n'est pas d'écrire leur SDI, mais le premier de leur schéma directeur immobilier. Finalement, de fixer la version 0 ou la version 1 de leur stratégie immobilière et donc finalement de rentrer dans une logique, dans une démarche stratégique plus globale qui nécessitera, et c'est plutôt un bienfait, d'avoir une mise à jour permanente. Ça veut dire aussi que le schéma directeur immobilier, c'est de la stratégie, c'est pas de la tactique. Donc, ça ne va pas jusqu'à la programmation des investissements immobiliers, c'est pas la somme des opérations immobilières, c'est bien le moment où on vient les hiérarchiser, c'est bien le moment où on vient les mettre en cohérence. Donc, le schéma directeur, c'est un projet en soi qui n'est pas un projet immobilier, qui n'est pas un projet concret, qui n'est pas un projet bâti, mais qui est une réflexion qui permet de positionner ensuite et finalement de générer d'autres projets qui sont eux-mêmes des projets immobiliers, des projets d'investissement ou autres. Ça veut dire qu'on finit avec une logique de plan d'action qui va générer donc un certain nombre d'autres projets derrière. Alors, l'organisation, l'organisation de tout ça, elle est structurée autour d'une méthodologie, dont le cœur, c'est bien la partie en jaune, méthodologie qui est spécifique au monde du handicap. Alors, spécifique pas pour être spécifique, mais parce qu'il y avait une nécessité. Il y avait une nécessité d'adaptation, notamment une nécessité d'adaptation à ce cadre collaboratif. Il y a un besoin d'avoir des temps de dialogue avec des tiers externes de façon importante. C'est pour ça qu'on a cette étape 2 qui s'appelle ambition et objectif. Je reviendrai sur le détail de tout ça. Au cœur de la méthodologie, c'est ces 4 points. 1, 2, 3 et 4. On a rajouté cette étape 2 qui est un temps de dialogue avec des tiers extérieurs, mais qui finalement rentre dans l'organisation ou en tout cas participe à quelque chose qui normalement n'est qui classiquement, plus exactement, n'est qu'un temps interne de l'élaboration de cette organisation-là. Donc, cette phase 2, on l'a rajoutée. On a rajouté aussi une phase 0, une phase d'organisation. Pourquoi? Parce qu'on a constaté dans l'échange avec les uns et les autres qu'il y avait les besoins avant de se lancer dans l'élaboration d'un schéma directeur, d'abord de s'organiser, de passer en mode projet au travers de ça. Cette phase 0, elle est importante, c'est une phase interne essentiellement, je vais revenir dans le détail de chacune de ces phases, mais c'est une phase stratégique, globalement, c'est la phase à ne pas louper pour que tout se passe. Et au cœur de tout ça, vous le verrez, on a une logique aussi de mobilisation de compétences et notamment de compétences externes. Donc, une fois qu'on s'est organisé, on rentre vraiment dans la démarche projet en 4 étapes. Une première étape d'état des lieux, la deuxième qui permet de fixer à la fois les ambitions et les objectifs très concrets. La troisième, de tester différentes hypothèses, c'est-à-dire on s'est fixé un cap, un futur, on s'est donné une envie, mais la question c'est comment y arriver. Donc cette phase 3 de scénario va permettre de tester les hypothèses, de renoncer à certaines, de corriger le tir. Et puis la phase 4 est une phase finalement de formalisation, de finalisation. On transforme une stratégie, on transforme un cap donné en une liste d'actions. Et puis on a une phase 5 qui ne fait pas partie de la stratégie immobilière, qui est bien la phase technique. Alors, c'est un ou des programmes. C'est l'idée que découle directement à l'issue de la phase 4 quelque chose qui est de l'ordre non plus de la stratégie, mais de la tactique, qui est donc la mise en œuvre des différents projets qui sont identifiés en phase 4. Alors, je vais revenir sur le détail de ces différentes phases de façon à partager ce qui nous semble important. Vous pourrez évidemment vous reporter sur le petit document qui vous a été transmis par l'ARS, mais dont on vous transmettra la version PDF aussi, pour avoir l'ensemble du détail de ces éléments-là. Alors, pour rappel, là, tout ce que je vous énonce, c'est une proposition méthodologique. L'idée, c'est bien de l'adapter à des contextes qui sont extrêmement différents en fonction des organismes gestionnaires. En tout cas, dans cette phase d'organisation, il y a bien l'idée
d'entamer un dialogue. On l'a dit, la stratégie immobilière, c'est aussi une occasion de dialogue, dialogue partenarial avec les uns et les autres, avec les tutelles bien sûr, mais pas seulement. Donc c'est bien de poser la question de la nécessité à un moment d'avoir un temps d'arrêt, un temps de prise de recul sur la déclinaison immobilière finalement des stratégies et des projets de l'organisme. Ça veut dire qu'il faut amorcer cette logique de projet. On est bien dans un projet isolé. Un projet, ça a un début, ça a une fin, ça a un planning, ça a des attendus, ça a aussi un pilote. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans cette phase d'organisation, de clarifier de façon très claire à la fois qui fait et qui décide. Ces deux objectifs assez différents. On a d'un côté le pilotage, très concret, très quotidien de la démarche, mais aussi la gouvernance de cette démarche-là. Quel est le rôle du comité de pilotage? Quelle est sa composition? À quel moment interviennent les tutelles, mais aussi à quel moment interviennent le conseil d'administration ou les membres du conseil d'administration. On a pu le constater par différents tests qui ont été réalisés avec des organismes gestionnaires, que les stratégies n'étaient pas nécessairement les mêmes. Elles devaient être adaptées, mais en tout cas, elles devaient être explicitées avant de démarrer. Rien de pire finalement que de démarrer une démarche projet sans savoir qui pilote, sans savoir comment on prendra les décisions, sans savoir qui devra être mobilisé. Et il y a bien cette question aussi de faire. Élaborer une stratégie immobilière, c'est pas participer à des réunions, c'est un travail de fond, un travail technique parfois, un travail aussi de mise en dialogue, un travail d'écoute, sur lequel, bien souvent, pour des questions de compétences, il est nécessaire de mobiliser des ressources extérieures, mais aussi globalement parce que à un moment, on touche au cœur de l'organisation, parce qu'il faut libérer les paroles, parce que parfois des choses un peu difficiles seront nécessairement dites, parce qu'il faut changer aussi parfois d'acteurs. Ça nous semble particulièrement important dans ces temps stratégiques et notamment pour l'élaboration du premier schéma directeur immobilier de l'organisme, de s'appuyer sur des compétences externes. Alors, pas pour faire vivre des consultants, ils n'en ont pas nécessairement besoin, mais aussi pour avoir un tiers qui débarque dans l'organisation et qui va porter un regard neuf, un regard différent, et puis avoir une parole qui sera aussi écoutée différemment. La fin de l'étape, en fait, elle est marquée. La fin de l'étape 0, elle est marquée par le démarrage du projet, le fait d'avoir recruté le prestataire extérieur, et c'est finalement la réunion de démarrage du projet qui marque cette phase-là. Alors la phase 1 derrière, la phase 1, c'est le moment où on clarifie les choses, le moment où on pose les choses. Vous connaissez vos stratégies, vous connaissez vos territoires, mais peut-être pas de façon complète, peut-être pas de façon mise à jour, peut-être pas de façon suffisante, peut-être pas de façon homogène. Bien souvent, vous connaissez dans votre patrimoine immobilier certains de vos sites, certains de vos bâtiments, parce qu'il y a eu des projets récents ou parce qu'il y a des problématiques particulièrement critiques qui font qu'il y a un travail de connaissance qui a été fait. Mais bien souvent, ce n'est pas un regard homogène porté sur l'ensemble du patrimoine. Donc, il y a bien cette idée, évidemment, d'avoir un regard de nature technique, mais aussi fonctionnelle sur l'état des sites, l'état des bâtiments, l'adéquation aux besoins, etc. Mais on voit bien que déjà là, ce n'est pas simplement un diagnostic technique du bâtiment qui est nécessaire, puisque j'ai parlé d'adéquation aux besoins. Ça veut dire que derrière, il faut prendre du recul. Quels sont les besoins? Quels sont les besoins du territoire? Quels sont les acteurs et vos partenaires actuels? Mais quels sont peut-être les partenaires clés à mobiliser demain dans l'élaboration de votre stratégie, ceux avec lesquels il est possible de partager des locaux, il est éventuellement possible aussi d'aller travailler chez de façon assez différente, ceux en tout cas avec lesquels il faut parler. Donc l'idée de l'état des lieux, c'est de travailler sur la question du besoin du territoire dans sa globalité, sur quelque part la part de ce besoin dont l'organisme gestionnaire a vocation à s'occuper, mais aussi d'identifier les partenaires stratégiques qu'il faudra mobiliser dans le reste de la démarche. Et puis on voit bien, tout ça pose une question à l'organisme lui-même. C'est comment on organise la fonction immobilière, parce que le fait de connaître, le fait d'entretenir le patrimoine immobilier, ça s'organise aussi. Est-ce qu'on a concentré cette fonction-là au siège, par exemple, de l'organisme, ou peut-être que c'est complètement déconcentré? Comment est-ce qu'on gère aussi cette fonction-là, cette fonction immobilière, si on se dit que c'est un outil clé dont on élabore la stratégie? Il faut bien aussi qu'on pérennise des modes de gestion, et dans bien des cas, de ce qu'on a pu observer, aujourd'hui, l'immobilier est géré au quotidien. Il est parfois bien géré, mais il est géré uniquement au quotidien. La question, c'est comment on le gère à la fois au jour le jour, mais aussi avec un regard fixé sur l'horizon, sur l'avenir, en conservant une vision stratégique. Donc ça nécessite aussi de faire un état des lieux organisationnel pour poser la question du comment on gère. Alors, cette phase d'état des lieux, elle est évidemment
structurante, mais comme toutes les phases. Par contre, c'est sans doute celle qui devrait être la plus adaptée aux enjeux particuliers de l'organisme gestionnaire. Certains d'entre vous connaissent bien leur patrimoine, disposent d'une bonne connaissance, ou pour certains veulent s'engager dans une bonne connaissance de ce patrimoine-là et sont en train de recruter, sont en train de capitaliser sur la connaissance des bâtiments, etc. etc. Certains ont des patrimoines extrêmement importants, certains n'ont que 2 bâtiments sur un site. Évidemment, la profondeur, la finesse de l'état des lieux, et notamment quand on fait appel à un tiers extérieur, devra être adapté aux enjeux du moment. La question, c'est comment on a une connaissance suffisante pour faire le premier schéma directeur immobilier. C'est pas de faire une monographie sur l'ensemble de vos bâtiments dont on ne saurait pas exploiter les données. Donc là-dessus, il y a une réflexion à avoir dès la phase 0, la phase d'organisation de la démarche, importante de façon à avoir une bonne adéquation entre le temps passé à la phase 1, mais aussi le capital investi en études sur cette phase 1 pour pas trop en faire. La question, c'est vraiment quel est le minimum à faire et sur quel site, sur quel bâtiment on va prioriser le regard des uns et des autres. La phase 2, c'est une phase de dialogue. On a identifié en phase 1 les partenaires stratégiques, et la phase 2, c'est un temps qui n'est pas nécessairement très long, mais c'est un temps qui est vraiment stratégique sur lequel il y a une logique d'atelier avec ses partenaires stratégiques, de façon à ce que chacun puisse mettre sur la table ses besoins, ses envies, ses souhaits, ses capacités à faire. Quelque part, pour vous, organisme gestionnaire qui est en train d'élaborer votre schéma directeur, d'écouter le fait que vous avez un autre organisme sur le territoire qui lui-même a sa propre stratégie et qui, quelque part, peut rentrer en résonance avec la vôtre. Écouter des collectivités locales et leurs envies, leur proposer des choses. En tout cas, là, on a un temps de réglage qui est particulièrement important. Un temps de concertation aussi derrière par rapport à ces ambitions, ce cap qu'on se fixe à long terme, en tout cas ce premier cap qu'on se fixe, aller évidemment discuter avec les tutelles, mais pas que, aussi les collectivités locales concernées, etc., de façon à poser les choses. In fine, on a calé une ambition à un horizon X ou Y, 2030, 2040, mais peut-être 2025. On a des ambitions et puis on s'est fixé des objectifs concrets qui sont sans doute validés par le comité de pilotage. C'est un point d'articulation, il est stratégique. Je pense qu'il faut prendre le temps de cette réflexion-là. Elle est vraiment importante. Elle fixe un cap. La troisième étape permet de tester finalement la trajectoire. Puisqu'on a un cap fixé en phase 2, la question c'est quelles sont les trajectoires possibles. Et ça, c'est la phase de scénario qui nous permet ça. L'idée, c'est de tester plusieurs hypothèses et évidemment là-dessus, le champ des possibles va se restreindre, notamment sur les capacités d'investissement ou autres. L'idée, c'est de tester plusieurs scénarios, parfois des scénarios extrêmes, et de finir la phase avec une forme d'arbitrage qui permet de passer en phase 4 sur lequel on vient formaliser finalement ce plan. On vient formaliser avec un document qui est le document stratégique, qui va décliner notamment sur une série d'actions, les différentes actions à amener sur l'immobilier, de consolider tout ça dans un outil d'aide à la décision. Évidemment, cet outil d'aide à la décision, il a vocation à être partagé, à être dialogué en interne, mais aussi en externe, avec les tutelles, mais pas que, notamment avec ces partenaires stratégiques qui ont été identifiés. Et puis la déclinaison se fait donc, mais une fois ce document finalisé, une fois la stratégie posée, on a ensuite la traduction avec plusieurs programmes. C'est les éléments de programme. La stratégie peut avoir identifié des programmes de réhabilitation, le déménagement d'un site, la cession éventuelle d'un autre, des investissements, etc. Tout ça sont autant de sous-projets, sont autant de projets autonomes, avec notamment, et ça c'est un point important, avant toute esquisse, avant tout dessin, avant toute demande d'investissement, avant tout chiffrage, une logique de programmation. La logique de programmation, c'est l'idée de tester la faisabilité. On a eu des hypothèses de projet avec une logique de pré-programme. Le pré-programme, il a vocation à nourrir votre réflexion, à vous permettre d'acter une décision, à dire oui, on y va, parce qu'on a associé les besoins avec leur traduction spatiale, la traduction spatiale avec des modes de financement. Mais attention, quand je dis traduction spatiale, c'est pas un plan. On n'est pas au moment de l'architecture, on est au moment plutôt du tableau Excel, on est au moment des schémas, pour se dire oui, en effet, c'est le cap, c'est le bon cap. C'est aussi un moment de dialogue là-dessus avec les tutelles et la décision éventuelle de pousser les choses jusqu'à sortir du pré-programme et faire le programme étant un document à visée opérationnelle qui a vocation à nourrir le travail notamment de l'architecte. Et c'est bien là une
distinction entre, d'un côté, la définition des besoins, de vos besoins opérationnels, et de l'autre côté, leur traduction spatiale et matérielle, notamment au travers du projet architectural. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation de ces différentes étapes de l'élaboration du stratégie immobilière, et on va revenir notamment sur cette phase 0 qui porte sur lequel porte un accompagnement qui est initié par la MAPES. Peut-être Marlène, je te donne la parole. Est-ce qu'on en profite pour prendre quelques questions peut-être? On peut, tout à fait. On vous laisse la parole. Oui, je te laisse gérer les prises de parole. N'hésitez pas, parce qu'en fait, je vais tout simplement rallumer vos micros, comme ça, vous pourrez prendre la parole plus facilement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement. Voilà, directement. Donc, c'est bon, vous pouvez réactiver vos micros et poser vos questions en direct. Mais s'il n'y en a pas, on peut passer peut-être à la suite de l'accompagnement. On prendra l'ensemble des questions. Donc, je vous propose de poursuivre et puis de définir en fait l'accompagnement que propose la MAPES. Vous l'avez bien compris, l'accompagnement vise à lancer en fait la démarche d'une stratégie immobilière en interne au sein de vos organismes gestionnaires pour permettre de recruter une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. L'accompagnement se veut rythmé et temporaire avec l'appui d'une expertise qui sera Dixit.net, mais cet appui ne se substituera pas à vous, organismes gestionnaires. Petite précision, l'accompagnement de la MAPES sera sans coût financier pour l'organisme gestionnaire. En termes de rôle, la MAPES pilotera l'accompagnement, Dixit.net animera la démarche et vous, organisme gestionnaire, vous recruterez, piloterez et financerez l'assistance à maîtrise d'ouvrage. En termes de déroulé, la mission démarrera en fait avec un entretien de cadrage avec le directeur général. Ensuite, on se prendra un temps d'animation sur une demi-journée pour organiser un atelier et ainsi mobiliser les parties prenantes au projet. Vous l'avez compris, la mobilisation des parties prenantes est vraiment l'objectif de la phase 0 de la méthodologie. Suite à cet atelier, on se lancera conjointement en la rédaction d'un cahier des charges ayant pour objectif de recruter l'AMO. Donc, on participera à vos côtés à l'analyse des offres et à l'audition des candidats. Et enfin, dernière étape, ce sera le moment de lancer le schéma directeur immobilier. Et ainsi, l'AMO prendra le relais sur la mission de la MAPES, donc ce qui marquera vraiment la fin de l'accompagnement. Peut-être d'autres questions de votre côté sur la partie accompagnement? Donc, on est bien sur l'accompagnement de cette phase 0. L'idée, c'est que vous soyez en capacité d'amorcer la démarche projet. Et donc, la fin de l'accompagnement marque bien le démarrage de la phase 1, tel que je l'ai exposé tout à l'heure. Oui, pardon, excusez-moi, peut-être une question, Laetitia Langlais de l'ESRP La Tourmaline. On vous entend de très loin. Alors, je vais essayer de me rapprocher, mais je fais mon maximum. Comment est-ce qu'on acte notre candidature pour un accompagnement à la MAPES, en fait? Alors, c'est la diapo juste d'après. On y allait venir. En fait, suite à ce webinaire, on va vous adresser un lien. Alors, c'est le formulaire simplifié à compléter pour vous engager dans la démarche. Donc, c'est un formulaire vraiment simplifié qui recense vos coordonnées. Vous nous l'adressez et ensuite, moi, je m'engage à vous recontacter. On définit ensemble la maturité, la temporalité et la faisabilité du projet et de la mission. Ce lien vous sera adressé par mail en même temps que le support qui a été présenté et le replay du webinaire. Si je peux me permettre, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. C'est bon. Visiblement, c'est bon. Une petite, plus une observation qu'une question. Si la démarche aujourd'hui, je pense que tout le monde y connaît du sens, et nos responsables d'établissement ou DG de structures gestionnaires sont très favorables à avoir cette vision-là dans le cadre d'un schéma directeur pour effectivement prendre les bonnes orientations stratégiques, va vite se poser la question du financement de l'AMO.
et des diagnostics préalables qui vont nous permettre de définir ce schéma directeur immobilier. Donc, dans la présentation, j'ai compris que c'était des charges qui restaient, en cas des missions qui restaient à la charge du gestionnaire. Et donc, l'intégration de ces missions-là dans les budgets des établissements va être une question qui va nous être posée par nos directeurs généraux. C'est une évidence. Donc, je ne sais pas si à ça, vous avez des informations à nous donner ou des éléments. Je vais peut-être segmenter et Bernard Prudhomme, je pense, complétera sur le deuxième point, parce que ça pose deux questions. Il y a la question du coût de cet AMO et il y a la question de la prise en charge de ce coût. Alors, je vais me permettre de ne répondre que à la première. Vous l'avez pointé, la question des diagnostics, c'est ce qui nécessite le plus de temps. Il y a vraiment, dans cette phase 0, une stratégie à adopter là-dessus, de façon à ne faire que ce qui est nécessaire pour votre premier schéma directeur. C'est-à-dire quel est le minimum des diagnostics à faire. Pas pour faire des économies, des économies, mais qu'à un moment, passer beaucoup de temps à recenser le moins de lampadaires pour derrière ne rien en faire, ça a peu d'intérêt. Donc, il y a deux questions qui vont être posées, enfin plusieurs questions qui vont être posées. C'est votre niveau de connaissance du patrimoine. Donc, on a, en fonction des organismes, pas du tout le même niveau de connaissance. C'est deux, par rapport à ça, comment est-ce qu'on réagit, c'est-à-dire jusqu'où on veut aller, jusqu'où on a besoin d'aller. Et trois, comment on priorise. C'est vous connaissez votre patrimoine et on peut avoir des niveaux d'approfondissement sur certains bâtiments, certains sites de façon plus précise, de façon à investir en connaissance sur certains, mais pas sur d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment, il ne faudra pas y venir, mais ça peut être une démarche ultérieure. Là, l'idée, c'est vraiment, en phase 0, d'évaluer ce qui est le plus opportun, avec des AMO qui peuvent avoir des propositions aussi intéressantes. C'est-à-dire que dans la mise en concurrence des AMO, vous pouvez en avoir qui ont des démarches industrialisées, par exemple de diagnostic bâtimentaire, qui peuvent permettre aussi de réduire de façon structurelle les coûts de cette partie diagnostic technique. Voilà. Après, là où il ne faut pas évidemment faire de réduction sur des économies là-dessus, c'est évidemment sur l'accompagnement stratégique. Mais sur la partie diagnostic technique, il y a en effet, il faut être très attentif, ça peut être extrêmement consommateur pour finalement, dans certains cas, en tout cas, peu d'intérêt. Après, sur la question de la prise en charge des coûts, je vais laisser la parole à Bernard Prudhomme, qui introduisait quand même une piste de solution à votre problème en début de webinaire. Oui, merci Sylvain. Mais je rebondis quand même sur le premier niveau de réponse. Et ça, c'est vraiment un enjeu de la première étape de la phase 0. Et c'est aussi pour ça qu'il nous semble important de vous accompagner dans cette phase-là. Il faut bien calibrer la démarche en fonction de vos besoins, en fonction de la connaissance que vous avez déjà du patrimoine, en fonction de l'ambition que vous allez mettre quelque part derrière cette démarche-là. Le but n'est pas de construire, entre guillemets, une Rolls-Royce qui va pouvoir tout faire, mais de vraiment s'adapter aux enjeux de l'organisme gestionnaire, à ses besoins, et de trouver la démarche, je dirais, la plus pragmatique en termes d'accompagnement et d'aller chercher les compétences qui vont bien, et aussi de regarder en interne d'un organisme gestionnaire de quoi on dispose et ce qui est mobilisable comme ressource. Je veux dire, et ça, c'est vraiment l'enjeu de cette première étape où en effet, là, on met déjà en place cet accompagnement gratuit via la MAPES et via Dixit, représenté par Sylvain et Frédéric aujourd'hui, pour vous aider à, entre guillemets, à faire la part des choses et à bien calibrer, parce que si on laisse la porte largement ouverte dans un cahier des charges auprès d'une AMO, on les connaît, il n'y a pas de problème, ils sauront remplir les cases vides et vous offrir la prestation la plus complète, ce qui ne sera pas forcément pertinente comme Sylvain l'évoquait. Donc voilà, j'insiste sur ce premier volet qui est fondamental, et c'est pour ça qu'on met un accompagnement pour enclencher ce premier volet. Le deuxième, après, bien sûr, tout cela se fait dans le cadre d'un dialogue avec la MAPES et l'agence, la mise en place de ces démarches-là, et j'ai clairement ouvert une porte sur un appui au financement des études tel qu'il va ressortir de ce premier calibrage. Alors bon, c'est difficile de le calibrer en amont, mais on se dit, faut qu'on aide. Il faut aussi qu'un organisme gestionnaire soit en responsabilité de la stratégie qu'il met en place et qu'il se donne les moyens de le faire, parce que c'est quelque part, ça fait partie de son métier, mais tout en ayant conscience que ces études peuvent avoir un coût. Donc, d'où l'idée d'aller à quelque chose comme 50% d'aide
qu'on sera obligé de plafonner d'une façon ou d'une autre suivant les dynamiques de projet sur les territoires. Je parlais d'un plafond de 50 kg euros qui est une première approche. Mais voilà, on a clairement en tête le fait qu'on va accompagner les dynamiques sur les territoires parce qu'elles nous semblent pertinentes. Je ne sais pas si ça correspond pleinement à la question, mais c'est une première piste quand même. C'est des premiers éléments de réponse, quoi. Après, bon, il y a des choses à préciser, mais effectivement… Non, mais bien sûr, mais on ne peut pas donner un cadre que tout fait. Je pense que vous comprenez que derrière la démarche qui est présentée, qui est un canevas de démarche par Sylvain Grézeau, c'est une méthode qui est proposée, qui est complètement adaptée à la configuration de l'organisme gestionnaire. Un organisme gestionnaire qui a 3 établissements ne va pas aborder cette problématique-là de la même façon qu'un organisme gestionnaire qui a une centaine d'établissements sur le territoire. Il ne va sans doute pas avoir les mêmes moyens en interne aussi pour pouvoir conduire ce type de démarche. Moi, je veux dire, voilà, il faut les démarches se construisent un petit peu à façon. Donc, c'est difficile d'apporter une réponse, je dirais, globale à la grande diversité des organismes. Avec un petit point quand même sur les coûts. Alors, c'est toujours pareil, on dit qu'un euro investi en stratégie en permet d'économiser 10. C'est particulièrement vrai quand on est dans des organismes sur lesquels on a des défauts de vision et on a des défauts de gestion. Et je généralise pas, ou plus exactement, je généralise. Et donc, il y a beaucoup d'exceptions. Mais on est quand même dans un secteur sur lequel on a plus de facilité à investir qu'avoir une vision stratégique et à reposer la question des besoins. Et finalement, le coût de cette étude pour l'organisme, c'est finalement le coût de quelques mètres carrés du projet d'investissement que vous avez fait et que vous allez faire derrière. Et dans bien des cas, ces enjeux de mutualisation, etc., permettent d'en économiser beaucoup des mètres carrés. Donc, il y a aussi vraiment une logique d'investissement qui va vous falloir, traduire et faire comprendre à la fois à vos directions et au conseil d'administration. Et ça, c'est un changement culturel aussi qui n'est pas complètement évident. De venir re-questionner les besoins avant de s'engager dans le faire de façon très concrète. Il y a sans doute d'autres questions, ou peut-être pas, mais n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de poser une question. Intervenir, si c'est possible. Allez-y. Allez-y, j'interviendrai après. Du coup, Cindy Bertrand, je suis responsable du pôle ESAT de l'association Hippolaïs. Je voulais savoir comment on pouvait mettre tout ce que vous venez de dire, qui est très intéressant, en lien avec tous les webinaires et les messages qu'on reçoit de la MAPES, notamment par Monsieur Leloutre, au niveau des économies d'énergie. Voilà. Je vais essayer de répondre. Nous sommes différents chargés de mission sur chacune de nos missions spécifiques. Donc, Monsieur Leloutre, plutôt sur tout ce qui est consommation d'énergie et moi-même et Monsieur Sifsi sur tout ce qui est investissement immobilier. La mission du schéma directeur immobilier est bien spécifique. Et Monsieur Leloutre, lui, intervient plutôt sur tout ce qui est projet d'investissement, réhabilitation, reconstruction, dans le cadre des réductions de consommation d'énergie. Donc, il viendra plutôt dans un deuxième temps après la réalisation du schéma directeur immobilier. Phase 5, en fin de compte. Tout à fait. Œuvre des différents projets. Alors, tout à fait. Après, cette question énergétique, avec la question en termes de coûts derrière gestion et exploitation des bâtiments, elle est de toute manière intégrée aussi de façon, par contre, pas suffisamment micro pour passer à l'acte, mais dans la logique de schéma directeur, c'est-à-dire dans votre phase 1 d'état des lieux, évidemment, il y a la question d'identifier très tôt, et puis vous avez des obligations légales via le décret tertiaire ou autre, mais d'identifier très tôt les passoires thermiques, d'identifier très tôt finalement à la fois des bâtiments qui sont structurellement obsolètes, qu'il faudra mieux laisser tomber, et donc ça pose des questions de géographie, de démolition, reconstruction, de cession, etc., et ou de gros investissements dans des réhabilitations lourdes. Et on voit bien que là, on est au cœur d'un schéma directeur immobilier sur lequel, si on se
focalise bâtiment par bâtiment, en fait, va se poser la question nécessairement de démolir, reconstruire, de réinvestir, de changer la chaudière, etc., etc. Mais ça ne pose pas la question du besoin, de pourquoi le bâtiment, est-ce qu'on a besoin du bâtiment dans le cadre de notre stratégie, de notre action? Est-ce que le territoire a besoin qu'on intervienne à cet endroit-là? Est-ce que justement la problématique énergétique n'est pas aussi l'occasion de reposer la question de la localisation, voire même de l'existence du bâtiment pour aller travailler chez d'autres? C'est un recul en arrière, mais l'entrée énergétique est aussi présente très clairement dans la phase 1 de diagnostic et c'est un des éléments de la décision, un des éléments importants, évidemment, mais ce n'est qu'un élément technique. Donc, l'idée, c'est de revenir en arrière sur le besoin, un besoin du territoire et donc besoin de mètres carrés derrière, avant de se dire, tiens, on va mettre du polystyrène partout sur les façades et c'est bon, on aura réglé notre stratégie immobilière. Ok, mais c'est vrai qu'en termes de temporalité, j'ai l'impression qu'on est même sur deux processus un peu différents. Tout à fait. Le schéma directeur que vous proposez, voilà, c'est sur 20, 25 ans, enfin, du très, très long terme. Et moi, aujourd'hui, je ressens un besoin sur certains bâtiments plus qu'urgent en matière de rénovation énergétique, quoi. Alors, c'est les deux. L'idée de la stratégie, c'est d'intégrer vos urgences. Et dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur, vous pouvez, par exemple, avoir une problématique très spécifique sur la reconstruction d'un bâtiment sur lequel il y a des pathologies, une urgence, etc., etc. Ça rentre dedans. Moi, j'ai coutume de dire que il y a du déjà là, et quelque part, votre patrimoine y vit. Et dans le cadre du schéma directeur, s'il vous faut 1 an pour le réaliser, en 1 an, votre avis aussi sur votre patrimoine va changer. Et il y a des projets qui vont avancer. Donc, ça doit s'intégrer. Donc, ce n'est pas le moment où on arrête tout. C'est pas l'an zéro, on arrête tout, on fait une pause et on réfléchit. Non, c'est on réfléchit, mais on fait pas une pause. Par contre, cette prise de recul dans la réflexion va nous permettre aussi, d'un point de vue tactique, c'est la différence entre la stratégie et la technique, d'un point de vue tactique, de faire des choix un peu plus éclairés, quitte pour certains, parce qu'on a un projet, par exemple, de réhabilitation lourde d'un bâtiment et qu'en phase 1, parce qu'on a engagé cette réflexion stratégique, finalement, se pose des questions sur l'adéquation de la localisation aux besoins, quitte à dire sur certains projets, attendez, stop, pause, on arbitre d'abord sur des choix là-dessus. Mais on voit bien que bien souvent, on considère les bâtiments, et notamment quand on est sur cette entrée-là énergétique, uniquement sur l'entrée énergétique et économique associée, pas sur la question du dimensionnement, pas la question de la localisation. Or, votre patrimoine immobilier, c'est un système global qui vous permet d'agir. Donc, cette prise de recul parfois est nécessaire et ça peut valoir le coup parfois de faire une micro-pause sur un projet engagé avant de prendre des décisions lourdes de conséquences. Okay, merci. Peut-être pour compléter juste le propos, on n'est pas sur une démarche linéaire. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. La stratégie, c'est une prise de recul et c'est un process qui va s'alimenter sur le temps long, ce qui n'empêche pas d'avoir des projets en parallèle qui vivent leur vie et qui un jour vont s'intégrer dans la stratégie, vont peut-être évoluer en fonction de la stratégie. Et la question énergétique, elle est de toute façon toujours présente, y compris dans vos logiques d'exploitation, parfois tout simplement. Et le dispositif qu'on met en place là avec, alors c'est vrai que le Loutre est très communicant sur le dispositif et c'est très bien. Et je suis content d'entendre que vous êtes au courant des actions qui se mettent en place. On est en train de démultiplier là, actuellement sur tous les territoires. On aura quand même 6 personnes, 6 Johan Le Loutre au total pour accompagner l'ensemble des établissements, des organismes sur ces questions d'énergie, sur de l'exploitation, sur des projets. Et bien sûr, on n'attend pas qu'une stratégie soit en place pour commencer à traiter la question de l'ESAT, une vraie passoire thermique, par exemple, ce qui est souvent le cas. Je prends cet exemple-là parce qu'il est criant. Bien sûr, il faut bien sûr travailler sur ces questions-là. Par contre, comme le disait Sylvain Guézot tout à l'heure, la stratégie, sa porte d'entrée n'est pas forcément l'énergie. Par contre, ça peut être une composante de la réflexion. Et on a peut-être à travailler là avec le réseau des conseillers en maîtrise de l'énergie qui se met en place sur peut-être leur place dans votre process d'élaboration de stratégie. J'entends par contre ce volet-là de la question. Est-ce qu'à un moment, ils interviennent dans votre réflexion pour avoir un regard extérieur d'experts, parce que le réseau, c'est bien ça, nos Johan Le Loutre demain sur le territoire, ils ont une lecture technique des sujets, ils amènent une compétence spécifique qui est essentielle, et on peut aussi imaginer d'une façon ou d'une autre, mais ça c'est à construire dans le cadre du pilotage de ce dispositif-là, qu'ils amènent ce regard technique à un instant T, puisque de toute façon ils sont là pour ça.
sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je pose la question à laquelle je veux répondre moi-même, mais c'est un exercice particulier. Non, mais pour éviter aussi, parce qu'en lançant ce dispositif, on a vu que parfois, il fallait peut-être expliciter son périmètre. On est en train de parler de stratégie immobilière, mais on sait très bien qu'un organisme gestionnaire, un établissement, est parfois dans sa phase tactique, comme dirait Sylvain Grisot, donc est sur un bâtiment avec un besoin qui a un caractère d'urgence, etc. Et je pose ma question, je me mets dans la tête de cet organisme gestionnaire, j'ai à tout prix besoin de résoudre telle question sur ce bâtiment-là, mes sujets d'offres sont stabilisés, etc. Est-ce que je peux faire appel à cette démarche de stratégie pour aider à piloter mon projet, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, on a déjà eu ce type de questions, donc voilà, je la retranscris tout simplement. Et là-dessus, on est quand même dans le dispositif qui est mis en place, vous voyez, dans la méthodologie, dans l'accompagnement que met en place la MAPES spécifiquement sur ce point, la porte d'entrée, très clairement, c'est de réfléchir à la stratégie sur l'ensemble du patrimoine, pas de résoudre la question de l'aide au pilotage sur le projet X ou le projet Y. Là-dessus, si vous nous mobilisez là-dessus, on vous le dira dans le dialogue avec Marlène, non, attendez, le dispositif n'est tout simplement pas adapté. Par contre, voilà, la MAPES a aussi d'autres moyens, peut vous conseiller en disant, bon, vous êtes plutôt en phase opérationnelle, il va falloir chercher une logique de prestation de type programmiste, par exemple. Mais voilà, c'est juste pour recadrer, voilà, c'était ma séquence réponse à la question que j'ai posée. On est vraiment sur le champ de la stratégie immobilière, donc sur une échelle de temps long et pas sur la résolution de la méthodologie de projet sur le projet X. Voilà, donc sur le côté tactique, comme l'a évoqué Sylvain. Mais j'arrête de faire des questions-réponses et je vous laisse la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ah oui, c'est bon. J'avais une question, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Oui, parfaitement. Okay, on ne vous voit pas, mais il n'y a pas de... pas grave. Moi, j'ai une question sur lorsque nous avons en fait la nécessité, que je trouve d'ailleurs bienvenue, de programmer cette démarche dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens contractualisés avec des partenaires, en particulier des financeurs et des contrôleurs, que sont en ce qui nous concerne l'ARS et le département. Donc voilà, ma question est la suivante, puisqu'il y a une programmation qui est prévue dans ce cadre de CEPOM, ce que je trouve plutôt heureux, les administrateurs de mon association sont très intéressés par la démarche. Par quel biais les informer de la subtilité de la démarche que vous venez de nous présenter? Est-ce qu'il y a une information spécifique qui est prévue par vous-même? Parce que si je balance le PowerPoint que vous allez nous envoyer, qui est super bien fait, mais voilà, je pense que ça va manquer d'efficacité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, notamment par exemple dans la phase 0 peut-être de la mise en œuvre, au niveau de cette cible particulière que sont les administrateurs dans une association de famille, ce qui est notre cas, où effectivement ces personnes sont à la fois gouvernants et très impliqués en tant que parents d'enfants ou parents d'adultes accompagnés. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la démarche en ce qui concerne les administrateurs? Première question. Deuxième, je profite d'avoir la parole. Deuxième question, qu'est-ce qui fait réseau lorsque on a envie d'imaginer à travers ce process intéressant des mutualisations, des choses un peu inventives avec des partenaires du territoire? Comment fait-on pour connaître les attentes de nos collègues du territoire qui, dans la démarche, est amené à les mettre en communauté 360 un petit peu? Est-ce que c'est l'ARS qui va faire ce travail? Voilà. Merci. Je réponds à la première question et je te laisserai la main sur la deuxième, Sylvain. Parfait, j'allais te proposer ça. Donc, sur la première question, sur notamment comment inviter les administrateurs à la démarche, si on reprend le déroulé de l'accompagnement, la première phase, c'est une discussion lors d'une réunion de cadrage avec le directeur général, notamment de l'organisme gestionnaire.
Et on en profite pour définir ensemble qui sera autour de la table au moment de l'atelier, qui est la deuxième phase de cet accompagnement. Et en général, avec le retour d'expérience qu'on a sur quelques OG, autour de cet atelier, on retrouve notamment quelques administrateurs et des personnes liées aux familles, justement. C'est à cette occasion-là que tout le monde se retrouve autour de la table. Oui, c'est vraiment super important, c'est-à-dire ce mode de dialogue, il n'est pas standardisé. Avec les membres du conseil, avec le conseil d'administration comme institution et avec certains membres du conseil d'administration, il n'est pas standardisé parce que vos modes de relation ne sont pas les mêmes. Le niveau d'appréhension ou de compétence des administrateurs d'un organisme vont changer par rapport à un autre, etc. Donc, la phase 0, c'est aussi ce moment-là, c'est-à-dire comment est-ce que au-delà de faire de la comitologie, comment est-ce qu'on arrive à impliquer au mieux le conseil d'administration et parfois, c'est pas de le faire siéger dans son intégralité. En tout cas, ce qu'on a constaté par les essais qu'on a pu faire sur la phase 0, où il y a un temps de dialogue d'atelier, c'est que il fallait rester dans ce bon équilibre qui est énoncé Marlène, c'est-à-dire inviter des membres du conseil d'administration. C'était souvent, quand c'est possible, le mieux, mais inviter certains membres du conseil d'administration, dont la fonction est de faire relais aussi et d'aller expliquer aux autres membres finalement ce qui se passe. Donc, il y a une phase de pédagogie, évidemment, à avoir là-dessus, mais surtout pour arriver à les impliquer, parce qu'il y a de toute manière des étapes clés sur lesquelles, au-delà de leurs décisions, leur compréhension est absolument essentielle dans le processus à venir. C'est cette phase de démarrage, de préchauffage en phase 0 là-dessus, elle est vraiment importante, mais là, il n'y a pas de recette toute faite. Après, sur la question de jouer à plusieurs, de jouer collectif à l'échelle d'un territoire, très clairement, sur la phase 1, il y a cette question d'appréhension des besoins d'un côté, voilà, sur lequel on a déjà un certain nombre de données qui sont plus ou moins bien appropriées localement, etc. Mais surtout, il y a une phase de cartographie des acteurs. Cartographie et derrière de hiérarchisation. C'est-à-dire que sur la base du prestataire, du travail du prestataire qui fait un travail d'entretien, qui fait un travail de repérage d'entretien avec les uns et les autres, l'idée est d'avoir cette cartographie la plus précise possible de qui fait quoi sur votre territoire. Alors déjà, il faut définir votre territoire, identifier en quoi il est fixe ou pas. Ça, pour beaucoup d'organismes gestionnaires, c'est assez clair, mais ça peut peut-être varier aussi. Ça peut peut-être faire partie des réflexions stratégiques, mais aussi derrière, dans cette cartographie des acteurs, d'identifier ceux avec lesquels il y a des besoins. Il y a des potentiels, plus exactement, ceux avec lesquels vous jouez déjà et ceux avec lesquels demain vous pouvez tisser aussi du projet. C'est ce qu'on a appelé les partenaires stratégiques. Et c'est ceux-là, donc la fin de la phase 1 permet d'identifier, de décider finalement ceux avec lesquels il faudra parler par la suite. Et la phase 2 permet de les mobiliser directement avec un travail d'ouverture, c'est-à-dire un moment où quelque part on bat carte sur table et on se rencontre avec notamment l'animation d'un atelier dédié là-dessus qui permet de repérer et puis de dialoguer avec les uns et les autres. Donc il y a des phases en solo sur lesquelles le prestataire va aller repérer, discuter, faire des entretiens. Il y a des phases collectives sur lesquelles vous êtes présent, bien évidemment, mais aussi éventuellement on a plusieurs acteurs autour de la même table, ce qui permet d'élaborer des stratégies. On le voit bien une fois de plus, tout ça devrait être vraiment à façon en fonction de votre territoire et des besoins de votre projet. Prolonge peut-être. D'où l'importance, juste un point, oui, d'où l'importance dans le recrutement, parce qu'on parle AMO, on parle immobilier, etc. Tout le monde a bien compris qu'il y avait un diagnostic technique, mais en fait, le cœur de la réussite, il est moins sur la finesse du diagnostic technique que sur la capacité à faire dialoguer les uns et les autres, y compris avec des attentes différentes, des cultures différentes, etc., autour de votre projet immobilier. Donc, dans le recrutement de l'AMO, cette compétence de mise en dialogue est absolument centrale. Je complète juste peut-être la réponse de Sylvain Grisot qui met vraiment en avant la phase 0 comme un temps extrêmement important pour à la fois expliquer la démarche. Si je reprends le cas de votre organisme gestionnaire qui, dans son CEPOM, a déjà une perspective et après, il faut le mettre en œuvre et il faut embarquer, entre guillemets, j'utilise ce terme, l'ensemble de la gouvernance de la structure. La phase 0 va servir à ça, à mesurer, à expliquer, à mettre en place les intentions ou pas. Cette phase 0, elle peut aboutir
partir sur en fait, on n'est pas mûr ou il va falloir encore travailler un certain nombre de choses ou va permettre d'enclencher. Mais en tout cas, c'est bien pour ça qu'on met un accent et un coup de projecteur sur cette phase-là et qu'on mobilise une compétence qui est une compétence d'animation et de méthode pour mettre en place ce dialogue au sein de la structure. C'est vraiment l'objectif de cet accompagnement. Donc voilà, j'ai insisté un petit peu là-dessus, mais c'est pour ça qu'on l'a mis en place, parce que ça nous a semblé essentiel qu'on a construit ce canevas méthodologique il y a plus d'un an, de pouvoir vous accompagner dans ces premières phases. Premier élément de complément. Deuxième élément, vous posiez la question de le dialogue, comment il se construit avec les acteurs, avec qui peuvent être des partenaires potentiels. On peut penser bien sûr, pourquoi pas, bien sûr aux communes qui portent des établissements scolaires ou au conseil départemental qui portent des collèges. Voilà, comment se construit? Est-ce que c'est l'agence qui régit le dialogue? Est-ce que c'est l'établissement? Là aussi, il n'y a pas de réponse universelle. Et puis là, je parle sous le contrôle j'ai un certain nombre de collègues de l'agence qui sont sur les questions d'offres, qui pourront volontiers compléter mon propos. Ça va se construire dans la phase 1. Quels sont les partenaires avec lesquels il faut dialoguer? Sous quelle modalité? Est-ce que les tutelles doivent intervenir à un moment donné? Parce qu'en fin de compte, on se retrouve confronté à des questions d'offres sur le territoire parce qu'il se trouve que sur un territoire donné, il y a plusieurs dynamiques de projets autour du même segment d'offres et que là, il va falloir s'articuler d'une façon ou d'une autre sur des questions d'offres et pourquoi pas de complémentarité des projets. Et là, bien sûr, l'agence a son rôle. Je pense que voilà, c'est en fonction de ce qui va découler dans l'identification des partenaires et des enjeux qui sont derrière que la méthodologie de travail et le rôle de tout un chacun va se construire également. C'est encore une fois une réponse un peu impressionniste, mais qui, encore une fois, on est sur des démarches qui se construisent à façon, comme l'a rappelé Sylvain Grisot. Mais je ne sais pas si côté du département en personne en situation de handicap, quelqu'un veut compléter là-dessus ou si ma réponse est satisfaisante. Oui, bonjour à tous. Non, ta réponse est complètement satisfaisante, Bernard. Effectivement, il y a ces deux niveaux qui s'enclenchent avec forcément un regard porté par l'agence, mais une dynamique d'acteurs qui peut aussi tout à fait se mettre en œuvre et elle est extrêmement importante à l'échelle des territoires, oui, évidemment. Merci Audrey. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être que après Marlène, tu nous referas un mot conclusif pour rappeler les étapes qui suivent. Mais n'hésitez pas. Il y aura de toute façon la capacité aussi de répondre à des questions ultérieurement. Peut-être une réaction plus qu'une question. Je rejoins ce que disait ma collègue de l'ESAT sur l'opportunité que ça peut être de partager ces schémas directeurs parce que effectivement on connaît bien potentiellement les opérateurs de notre territoire. Par contre, quand on a vocation à se déployer sur un autre territoire, on est parfois très embêté parce qu'on ne connaît pas les acteurs et de fait, si on pouvait avoir un partage de ces schémas directeurs et de se dire qu'aujourd'hui on est dans le 44 mais on veut aller en Vendée et qu'on aimerait trouver un tiers-lieu et que potentiellement de la même façon qu'on trouve sur l'ARS les appels d'offres sur les emplois, on peut trouver finalement un appel d'offres sur les tiers-lieux qui seraient disponibles auprès d'opérateurs. Je trouve qu'effectivement, ce serait nous simplifier la tâche, surtout que voilà, on a une très bonne connaissance, comme vous le disiez parfaitement, de nos territoires, mais pas toujours de ceux sur lesquels on a vocation à se déployer dans le cadre d'une démarche inclusive. Alors, sur ce point-là, c'est un sujet qu'on a abordé pendant l'élaboration du schéma directeur. C'est vraiment important. En fait, on part un peu d'une page blanche parce que vous avez une bonne connaissance des acteurs, pas nécessairement de leur stratégie. Et aujourd'hui, il se passe des choses chez les uns, chez les autres. Et finalement, on a tous l'impression finalement de connaître ce qui se passe autour de nous. Cette phase 1, c'est aussi le moment à la fois de prendre le temps de poser ça sur la table, mais aussi de mettre un tiers au milieu du système qui va faire le tour des popotes et puis qui va essayer de faire parler tout le monde et éventuellement de voir les incohérences, etc. etc. Le fait est que le jour où on aura une ou deux OG qui sur chacun des départements de la région aura fait son schéma directeur, on pourra capitaliser
ces cartographies des acteurs. Et évidemment, là-dessus, il y a un travail de mutualisation, mais aussi de portée à connaissance qui pourrait être joué par l'ARS notamment, là-dessus, de façon à clarifier les choses. Aujourd'hui, ce que j'ai compris du dialogue avec les uns et les autres, c'est qu'on n'en est pas là. Il y a des gens qui connaissent, mais ce n'est pas formalisé. Et donc, ça vaut le coup de poser les choses et de les compléter. Mais ceci étant, et je prolonge le message, nous, on serait particulièrement intéressés à ce que des dynamiques de stratégie immobilière sur des mêmes territoires, portées parce qu'on sait qu'il y a 2, 3 organismes gestionnaires présents territorialement sur ce secteur, puissent s'enclencher dans les mêmes temporalités. Ça serait très intéressant parce que justement, l'outil de la stratégie permettrait et faciliterait le dialogue. Bon, après, voilà, chaque OG a sa temporalité, a son agenda, mais voilà, je vais passer je lance le message. Ça nous semblerait, je vais y arriver, particulièrement intéressant qu'on ait des dynamiques territoriales, pour le coup. Sur certains territoires, la cartographie des organes gestionnaires est plus simple que d'autres, voilà, c'est l'histoire, et même ils peuvent être un bon terrain d'expérimentation de ce point de vue-là. Je vous propose de conclure. Alors, est-ce qu'on peut juste remettre le diaporama, s'il te plaît, Frédéric? Je m'en occupe. Merci. Hop. Voilà, donc juste pour conclure, on se l'est déjà dit, donc suite au webinaire, je vais vous adresser le support qui vous a été présenté, le replay qui sera aussi disponible sur la chaîne de la MAP, dont vous trouvez l'adresse juste en dessous. Et surtout, vous l'avez compris, si vous souhaitez concrétiser et vraiment passer à l'action, il y a juste un formulaire simple à nous retourner et puis moi, je m'engage à reprendre contact tout de suite auprès de vous. J'en profite aussi de cette conclusion pour remercier chacun des intervenants pour la qualité et la clarté des interventions. Et puis, je vous remercie, vous également, participants de ce webinaire, pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.